Chers abonnés, bonjour. Alors vous le savez, Omerta, c'est cette chaîne YouTube où vous pouvez retrouver chaque semaine nos décryptages, nos grands entretiens. Mais c'est aussi un magazine trimestriel que vous pouvez trouver en vente dans plus de 5000 kiosques. Le numéro actuellement disponible est consacré à l'enfance de tous les dangers. Mais c'est aussi et surtout une application mobile unique en son genre. Cette application mobile Omerta, vous pouvez la télécharger via Apple Store ou Google Play ou via notre site internet www.omertamedia.fr. Sur cette application mobile, vous pouvez retrouver en exclusivité l'intégralité de nos grands reportages et de nos grands documentaires réalisés par Régis Le Sommier et nos équipes de journalistes. Vous le savez, Omerta réalise des documentaires sur des sujets qui ne sont pas traités par les autres médias, des sujets nationaux et des sujets internationaux. Votre abonnement à cette application mobile est fondamental pour qu'Omerta continue à vous informer, continue à faire son travail de journalisme que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors cette chaîne YouTube a dépassé les 200 000 abonnés et nous nous sommes engagés avec Régis Le Sommier à vous offrir pour l'occasion sur cette chaîne YouTube la diffusion dans son intégralité d'un des grands reportages réalisés par les équipes d'Omerta et présent sur cette application mobile. Ce cadeau pour les 200 000 abonnés, eh bien c'est à vous de le choisir. Vous avez le choix entre 3 documentaires, La ligne de feu réalisée en Ukraine, Kaboul année 0 réalisé en Afghanistan et Gilets jaunes, colère noire. Pour voter, c'est très simple, il vous suffit de mettre votre choix, d'indiquer votre choix en commentaire de cette vidéo et le documentaire, le reportage qui aura recueilli le plus grand nombre de votes sera diffusé dans une semaine sur cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de nous soutenir, de vous abonner à cette chaîne YouTube, de partager cette vidéo, de liker cette vidéo et de vous abonner à cette application mobile. Tous les liens sont en description de cette vidéo. À très bientôt. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Béatrice Rosen. Bonjour. Vous êtes actrice, vous êtes chroniqueuse et vous avez un podcast, La vie en Rosen, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et vous venez aussi, je crois, de lancer votre chaîne YouTube. Absolument, merci beaucoup. Alors, on vous reçoit aujourd'hui pour un entretien d'actualité consacré aux États-Unis et à la France. Les États-Unis, d'abord, c'est un pays que vous connaissez bien puisque vous êtes franco-américaine. Vous avez vécu et travaillé de nombreuses années aux États-Unis. Et je voulais vous demander comment est-ce que vous analysez cette campagne électorale américaine et le retour de Donald Trump. Est-ce que ce comeback, cette histoire incroyable est finalement assez typique de ce qui peut se passer aux États-Unis, pays où peut-être tout est possible. Alors, en effet, pour juste inscrire cette campagne dans le contexte, il faut. Donc, moi, je suis moitié américaine. Je vote aussi aux États-Unis. Donc, j'ai déjà voté aux États-Unis, également par correspondance, parce qu'étant actrice et étant sur des tournages, parfois, je ne pouvais pas être au lieu de mon bureau de vote. Donc, j'ai voté par correspondance. Donc, je connais bien, en fait, le système électoral là-bas. Ce qu'il faut dire, c'est que depuis quelques années, depuis 2 ou 3 élections, le champ politique aux États-Unis a un peu changé. C'est-à-dire que traditionnellement, quelqu'un comme moi, qui était plutôt démocrate, se reconnaissait dans un parti qui était assez modéré, et c'est en total décalage avec la France parce que à l'époque, tout était beaucoup plus à droite qu'en France. C'est-à-dire que même le Parti démocrate correspondait à peu près à peut-être un parti type centre droit français. Et depuis quelques élections, en fait, le champ électoral a totalement, en tout cas c'est mon avis et je pense que c'est l'avis de beaucoup, glissé vers la gauche, vers très 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 à gauche. Le Parti démocrate a été un petit peu récupéré par le mouvement woke. Et donc, en fait, des gens comme moi ne se retrouvent plus dans un parti, parce qu'il y a 2 partis qui ont 2 partis majeurs. Il y a des candidats qui peuvent se présenter en tant qu'indépendants, mais évidemment, ils n'ont que très très peu de chance. Robert Kennedy Jr. se présente à cette élection actuellement en tant qu'indépendant, mais tout le monde sait que de toute façon, il n'a aucune chance. En fait, il n'y a pas de troisième voie. Les partis sont tellement massifs et la machine derrière est tellement massive qu'il n'y a que 2 partis. Et donc, les gens comme moi se retrouvent un petit peu perdus parce que ne se reconnaissant pas dans certaines valeurs des républicains, c'est-à-dire les armes à la maison ou l'interdiction de l'avortement ou enfin des choses assez
sociétale ou même économiquement sur les impôts, parce que eux, ils sont vraiment contre, les républicains sont souvent vraiment contre les impôts ou contre un système social, même minime. Donc, ne me reconnaissant pas dans les républicains et ne me reconnaissant plus dans les démocrates, il y a une grande partie de la population qui se retrouve un petit peu orpheline et un peu perdue. Donc, ça me donne aussi un point de vue peut-être plus objectif pour parler de cette élection. Et effectivement, le retour de Donald Trump, bon, ça polarise beaucoup les États-Unis qui sont à un point de tension qui est absolument incroyable. Vraiment, il y a une scission totale entre les pros Donald Trump et le Parti démocrate. Et il y a une vraie tension. Moi, je suis très inquiète pour ce pays-là. Je pense que évidemment, il peut gagner. Mais depuis l'histoire s'est accélérée depuis la tentative d'assassinat qu'il a subi. Depuis avant ça, il y a eu le débat qui a été un gros marqueur, le débat avec Joe Biden qui a été un gros marqueur où les gens ont réalisé en fait que parce que là-bas, il y a une propagande qui est telle que tous les démocrates croyaient en la propagande qu'il n'y avait aucun problème cognitif avec Joe Biden. Donc ce jour-là, ça a été un vrai choc pour les gens, même des gens très intelligents, éduqués, etc., qui marchaient dans cette propagande. Et donc, à partir de là, ils ont poussé à la démission, enfin, au renoncement Joe Biden. Et maintenant, avec Kamala Harris, c'est une nouvelle page qui s'ouvre et ça a complètement rebattu les cartes. Chaque parti joue son joker, en fait. Voilà. Vous connaissez bien la côte ouest, la Californie, c'est une terre démocrate. Comment est-ce que vous avez parlé du wokisme? Comment expliquer la déferlante woke aux États-Unis, à tel point que vous l'avez dit, le vieux parti démocrate a fini par se transformer et les valeurs sociétales qu'il prône aujourd'hui sont des valeurs quelque part assez radicales, wokistes. Je pense que déjà en France, on a le tort parce que on a été abreuvé en fait de culture américaine à la télévision, en chansons, etc., en spectacle. On a l'impression que la culture américaine et l'histoire américaine peut-être quand on n'y réfléchit pas, quand on ne creuse pas, est très similaire de la nôtre. Or, ce n'est pas du tout le cas. L'histoire américaine est totalement différente. Le rapport au racisme, etc., est totalement différent de par leur histoire. Et donc, je pense que le mouvement woke s'est nourri des fractures qui n'avaient pas été, des plaies qui n'avaient pas été totalement soignées, pensées. Et il y a eu le phénomène Black Lives Matter. Il y a eu des vrais gros problèmes raciaux aux États-Unis. Ça, on ne peut pas le nier. Et qui sont sans commune mesure avec ce qu'on peut avoir en France. Il faut totalement séparer les deux et ne pas s'identifier à la culture américaine sur ces choses-là, parce que c'est complètement différent. Là-bas, effectivement, il y avait un gros problème et il fallait s'y atteler. Et ça n'avait pas suffisamment été fait. Et du coup, le mouvement woke, je pense, s'est nourri de ça. Et donc, c'est pour ça que ça a pris, le terreau a pris. Moi, j'ai grandi, je suis née aux États-Unis, j'ai grandi en France et j'ai commencé à travailler à Los Angeles en 2004. Et déjà à ce moment-là, même dans mon milieu d'acteur, j'ai travaillé sur des séries. Par exemple, il y avait des séries qui étaient dites urban, c'est-à-dire plutôt avec des acteurs noirs. Donc, il y avait déjà une différence de traitement entre, vous voyez même dans la façon de nommer les projets artistiques, si vous voulez. Et donc, il y avait un problème et il y avait un ressentiment que moi, je sentais avec mes collègues. Je les voyais bien. Il y avait un problème vraiment ancré dans la société. Et malheureusement, le mouvement woke est arrivé et a proposé une fausse solution, je pense, à partir de là. Et ça a gagné. Et les États plus progressistes se sont laissés totalement happer et il y a le chantage moral et comme ce qu'on peut voir aussi en France maintenant. Est-ce que c'est pas une des forces de Donald Trump pour cette élection,
avec un renouveau, on peut dire, de valeurs conservatrices, avec son futur possible vice-président, M. Vance, d'aller séduire un électorat nord-américain ou latino qui de tradition, de culture, de spiritualité est plutôt conservateur et qui est un peu effrayé par cette déferlante woke sur le Parti démocrate, qui aurait voté démocrate à la dernière élection, mais qui aujourd'hui sont poussés vers Donald Trump, tout simplement parce que le wokisme les effraie. Oui, absolument. Et en plus, il faudrait faire remarquer qu'il y a beaucoup de paradoxes dans tout ça, parce que Donald Trump, à la base, c'est pas du tout une figure conservatrice. Enfin, quand vous voyez sa carrière, en fait, moi, quand je suis arrivée aux États-Unis, justement, c'est quand son émission The Apprentice a commencé. Vous savez, quand il disait aux gens "You're fired", et il est devenu une icône pop de télévision à ce moment-là. C'est pas du tout. Il a toujours eu une vie un peu de flambeur, de gagnant. Enfin, c'est son image en tout cas, mais avec de la vulgarité, etc. Et donc, ça ne correspond pas vraiment non plus à un parcours de quelqu'un de très conservateur. Il s'est marié à plein de fois, il a divorcé, donc typiquement, c'est pas non plus les valeurs religieuses extrêmes. Enfin, il s'est marié avec des femmes internationales. Donc, en fait, il y a un paradoxe même du fait qu'il puisse incarner ce renouveau conservateur, alors que tout en lui n'est pas conservateur du tout. Donc déjà, il y a ce paradoxe-là. Et je voudrais dire aussi qu'il y a un paradoxe dans les États démocrates. Par exemple, en Californie, le gouverneur, c'est Gavin Newsom, qui est quelqu'un de très progressiste, qui vient d'ailleurs de faire passer une loi pour les enfants transgenres qui empêcherait les écoles de prévenir les parents. Par exemple, et ça fait beaucoup polémique, et Elon Musk a réagi en disant que du coup, il allait déménager de l'État de Californie. Voilà. Et le paradoxe de ça, c'est que pendant la crise sanitaire, c'est les États progressistes, démocrates, soi-disant de liberté totale, qui ont été les plus restrictifs et avec le plus d'obligations et de restrictions hyper fortes. Donc, il y a maintenant, le champ politique est totalement brouillé. Et il y a des contradictions dans tout. Et effectivement, Donald Trump, comme le wokisme fait peur, essaye certainement de récupérer tous les gens. Et d'ailleurs, pas que les blancs conservateurs. Il y a beaucoup de latinos, il y a beaucoup de noirs américains qui sont pour lui parce que ils ont des valeurs plus conservatrices aussi. Est-ce que vous qui voyagez beaucoup, est-ce que vous constatez que le leadership américain, l'aura de l'Amérique est en train de faiblir ou c'est une vue de l'esprit? Je pense que dans l'imaginaire collectif, les États-Unis, il y a encore cette image de la Terre ou l'American Dream, quoi. Où on peut aller, tout est possible. Maintenant, c'est vrai que le monde a énormément changé ces dernières années et l'avènement des BRICS, je pense, change énormément de choses. Je pense qu'en Occident, on s'en rend pas compte parce que les médias ne communiquent pas du tout là-dessus. Donc en fait, on vit encore dans cette illusion que l'Amérique est la première puissance mondiale et domine tout le monde et serait le gendarme du monde, etc. Alors qu'il me semble, je peux me tromper, vous pourrez me contredire, il me semble que la Chine est désormais la première puissance économique mondiale et qu'ils sont en train de s'organiser avec les BRICS de façon à ce qu'en fait même au niveau de la monnaie, etc., tout est en train de changer massivement et le public n'en est pas alerté, en fait, le grand public. Vous avez suivi et vous avez d'ailleurs réagi à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. On a pu voir que cette cérémonie a été très commentée aux États-Unis, à la fois par les démocrates et évidemment par Donald Trump et le camp conservateur. Qu'est-ce qu'il faut retirer de la perception des Américains de cette cérémonie d'ouverture?
Alors déjà, première chose, c'est que la chaîne qui retransmettait la cérémonie a censuré certains passages. Faut pas oublier que les États-Unis, encore une fois, ce n'est pas la France, et qu'aux États-Unis, quand Janet Jackson avait fait un show où elle avait un bout de sein qui a été apparu, ils avaient censuré et ça avait fait une polémique nationale pendant des semaines, voire des mois, et que même sur les tournages, en tant qu'acteur, même en dessous des vêtements, s'il risque de voir un petit bout de téton, on vous met des patchs quand même en dessous de vos vêtements pour vraiment être sûr que vous... Donc, il y a un puritanisme, encore une fois, qui est paradoxal parce qu'aux États-Unis, il y a vraiment du plus vulgaire voilà, au plus puritain. Mais donc, la mentalité n'est pas la même. Le rapport à la laïcité n'est pas la même qu'en France. Et donc, oui, j'avais fait une vidéo de débrief sur les JO parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de réactions hystériques, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Beaucoup de journaux français ont titré que cette cérémonie avait été une claque pour les fachos ou une claque pour l'extrême droite. Mais on fait pas une cérémonie de Jeux Olympiques pour mettre une claque à qui que ce soit. Normalement, c'est quelque chose qui doit être universel, fédérateur, fait sur des valeurs du sport qui sont absolument universelles et qui unissent tous les hommes, quelle que soit leur couleur, leur religion. Et c'est ça le message qui aurait dû être passé, et ce n'est pas le message qui a été passé. Et de l'autre côté, il y a eu beaucoup d'hystérie et des gens qui ont rejeté cette cérémonie, mais vraiment très violemment, parce qu'ils ont senti qu'on leur imposait une propagande woke. Et encore une fois, c'est même contraire à la charte des Jeux olympiques d'utiliser les Jeux olympiques comme une plateforme idéologique, politique ou religieuse. Et donc, en ça, pour moi, le brief et la charte n'a pas été respectés avec cette cérémonie parce que c'était totalement militant et ça n'aurait pas dû être comme ça. Voilà. Et vous pensez que les organisateurs, qui s'en sont d'ailleurs défendus, ont voulu faire passer des messages idéologiques? Oui, bah, ça c'est clair. Ils l'ont dit déjà. Ils avaient prévenu avant même la cérémonie. Ils avaient dit qu'ils voulaient faire le contraire de la Coupe du Monde de rugby où on a vu Jean Dujardin avec un béret. Ils voulaient faire une ode à l'inclusion, à la diversité, etc. Et ça, c'est très bien. L'inclusion, c'est très bien. Mais vous savez, c'est comme le vivre ensemble et toutes ces expressions. Plus on en parle, moins on le vit, en fait. Et au nom de la diversité et de l'inclusion, ils ont fini par humilier et exclure et donc diviser. Donc en fait, encore une fois, il y a un paradoxe. Et donc, bon, il y a beaucoup de paradoxes un peu partout. On vit une époque vraiment très, très paradoxale où plus on prône la diversité, plus tout le monde est uniformisé et robotisé et aseptisé. Donc, il y a vraiment quelque chose qui ne va plus dans nos sociétés occidentales, en fait. On peut même plus en parler parce que dès qu'on soulève le problème, on est insulté, mis à l'écart et on est comme des parias. Et donc, la pluralité n'existe que quand elle va dans le sens de cette nouvelle doxa, en fait. Et donc, c'est problématique. Est-ce que vous pensez que ces valeurs sociétales qui sont prônées par une partie de la gauche wokiste, l'éducation sexuelle des enfants à l'école, par exemple, tout un tas de choses, est-ce que vous pensez quelle est votre analyse? Est-ce que vous pensez que ça va trop loin ou c'est, je dirais, concevable au nom du droit, des libertés et peut-être aussi d'une... Est-ce que c'est pas finalement une évolution historique, une évolution de la société qui est inéluctable et qu'il faut accepter? Moi, je pense que déjà à la base, le mot progressiste est une imposture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément... donc, à la base, tout vient du langage. J'ai fait un tweet récemment sur le fait qu'à force d'avoir détruit le niveau d'excellence de l'école publique notamment, les gens n'arrivent plus à penser parce qu'ils n'ont plus la définition des mots justes. Ils mélangent tout. Aujourd'hui, on mélange tolérance et prosélytisme. Ce n'est pas la même chose d'accepter la différence, d'être gentil avec quelqu'un qui est différent de soi, de l'accepter, de le mettre à l'aise. Ce n'est pas la même chose que de faire du prosélytisme de sa façon de vivre. Vous voyez, il y a une nuance dans les mots. Par exemple, l'art, ce n'est pas la provocation.
ça peut passer par la provocation, mais c'est un sophisme de dire que donc la provocation serait l'excellence de la créativité artistique. Ce n'est pas vrai. Pour moi, par exemple, pour prendre l'exemple de la scène dans la cérémonie des Jeux Olympiques, il n'y a aucune excellence dans cette mise en scène-là. Où est l'excellence? Il y a de l'excellence quand vous prenez un danseur étoile, ce qui a été fait. Il y a de l'excellence quand Axel de Saint-Cyr, la chanteuse lyrique, chante la Marseillaise avec drapé dans un drapeau français au sommet. Là, il y avait un moment de grâce et d'excellence. Mais choquer pour choquer, la provocation pour dire on fait du disrupt, du disruptage, ou je sais pas comment on pourrait dire en français, que Monsieur Macron adore ce mot, disrupter ou casser les codes. Déjà, ça ne casse aucun code. Ça a été fait 1000 fois. Ça a été fait 1000 fois. En plus, il n'y a rien de moderne à provoquer et à installer une décadence dans le pays. La décadence a eu des apogées, plein d'apogées dans l'histoire. Il y a eu Florence au XVe siècle, ce qui a occasionné un retour de balancier avec Savonarole. Il y a eu à l'époque des Grecs, la fin de l'Empire romain, etc. Donc, la décadence n'est pas un signe de modernité. C'est un signe de déconstruction et de fin de civilisation. Voilà, ça c'est mon opinion. On peut tout à fait ne pas être d'accord avec moi, mais donc voilà, je ne vois pas d'excellence à la déconstruction pour la déconstruction, en fait. Et ça me dérange quand la déconstruction devient une revendication en soi. Parce que ça salit, et vous savez, ceux que ça salit le plus, ce sont encore les plus fragiles, c'est-à-dire les enfants qui ont besoin de vivre leur enfance avec une vraie innocence. La vie est dure, surtout à notre époque. La vie est dure. Ils auront tout le temps d'être choqués, de faire face à des problèmes. Laissons-leur une petite bulle d'innocence tant qu'ils sont petits. Justement, ça c'est un thème très intéressant sur lequel on travaille en ce moment chez Omerta. C'est pour les jeunes adolescents, notamment pour les filles, l'impact de la société de consommation à outrance, c'est-à-dire que à 13 ou 14 ans, elles veulent consommer comme des jeunes femmes de 24-25 ans, et donc elles se mettent je dirais, à commercialiser des contenus photos, vidéos intimes, voire même elles tombent dans la prostitution. Il y a aussi l'impact des réseaux sociaux énorme pour la promotion de cette sexualisation, de cette commercialisation du corps et de cette prostitution dont elles n'ont souvent pas conscience, puisque tout ça est pris un peu comme un jeu pour se faire de l'argent de poche, et puis finalement, comme c'est sur Instagram et sur des plateformes internet, tout ça est pris sur un ton assez léger. Il y a en réalité des conséquences très graves. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un phénomène, c'est un danger que vous avez perçu, et qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, je pense que c'est très inquiétant et je pense qu'il y a des raisons plus larges à ça. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui est totalement déspiritualisée. Je parle au sens large, hein, je parle pas forcément au sens religieux de telle ou telle religion. Et en fait, la valeur suprême est juste l'argent. Et c'est très bien. Moi, j'aime les belles choses. On va pas se mentir. Il y avait une citation célèbre qui disait, on est quand même moins malheureux de pleurer dans une limousine que sur le trottoir. Bon, voilà. L'argent aide, mais ne fait pas le bonheur. Et parce qu'en fait, une fois qu'on a une réussite matérielle, il reste un vide. Mais on fait croire à la société tout entière que l'argent est un but en soi, en fait, alors qu'il n'est qu'un moyen. Et je pense que vraiment le problème vient de là et qu'il faudrait, encore une fois, c'est l'école, c'est tout le problème. On voit bien ce que je vous disais tout à l'heure avec la chute du niveau fait qu'on n'arrive plus à se parler, à communiquer parce qu'on n'utilise plus les mots correctement. Les valeurs ne sont plus inculquées. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus, en fait, toutes les valeurs qui tenaient une société en cohésion ont été déconstruites petit à petit au nom de choses totalement inverse du résultat que ça a créé, c'est-à-dire on divise au nom de la fraternité, on enferme au nom de la liberté, enfin c'est devenu totalement fou. Et donc en fait je pense qu'il faut redonner aux gens, aux enfants, un sens à leur vie en fait.
Et quand il n'y a pas de projet de société, quand il n'y a pas un leader, un vrai leader, pas un manager, un vrai leader qui vous transcende, qui vous amène avec lui, qui vous donne l'envie d'être un groupe, d'avoir un projet ensemble qui vous lie, bah, il n'y a plus de projet en fait. Et donc le seul projet devient le sac Chanel ou la paire de baskets, les Jordan, je sais pas quoi. Vous voyez, il y a plus. Et donc quand on en est là, évidemment, ça, les jeunes ne se rendant pas compte de toute cette mécanique, bah, ils vivent au jour le jour. Et donc s'il faut se déshabiller, bah, ils se déshabillent. S'il faut faire autre chose, ils font autre chose. Vous voyez, et on tombe dans un mode survie en fait. Vous êtes connu pour avoir pris des positions assez tranchées, notamment sur le Covid-19. Vous avez dénoncé les mesures de protection à outrance, notamment le port du masque. Est-ce qu'aujourd'hui en France, il y a des débats qui coûtent cher, des prises de position qui coûtent cher, voire même qui sont quasiment interdites dans l'espace médiatique? Absolument. Encore une fois, si il prône toute la journée la pluralité, la diversité la diversité, sauf la diversité de la pensée, la diversité des opinions, parce que dès qu'on n'est pas d'accord avec le mouvement, je ne sais même pas si on peut dire mouvement majoritaire, en tout cas le mouvement de la doxa officielle, vous êtes exclu si vous voulez. Et moi, je suis quelqu'un depuis petite qui ne suis pas forcément hypersensible à la pression sociale. Par exemple, même dans mon milieu, je n'ai jamais pris de drogue, je n'ai jamais même fumé une cigarette ou un joint ou pris une ligne de coke, rien. Ce qui, quand on connaît mon milieu, est quand même assez, voilà. Je ne suis pas, enfin, voilà, sensible vraiment aux pressions sociales. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Voilà, c'est tout. Mais tout le monde n'a pas forcément ce caractère-là. Et donc, la majorité des gens se laissent un petit peu happer par ce chantage émotionnel, cette pression sociale. Et c'est, oui, bien sûr qu'on est puni pour ça. Bien sûr. On est totalement mis à l'écart et il faut avoir une vraie force de caractère pour tant pis, pour continuer quand même et avoir sa boussole intérieure et tracer son chemin. Mais c'est absolument anormal. Et ce qui s'est passé pendant le Covid-19, moi, j'ai jamais parlé de tel médicament, de tel traitement, de tel vaccin, tel machin. C'est pas mon sujet. Que chacun fasse comme il veut pour son propre corps. Pour moi, mon corps, mon choix, ça devrait, si on s'en sert, si on le brandit pour un droit à l'avortement, il faut être cohérent et pouvoir avoir le choix évidemment toujours dans un certain cadre raisonnable, mais voilà, il faut avoir le choix. Sauf que là, toutes ces mesures ont été basées sur des mensonges qu'ils savaient être des mensonges dès le départ, parce qu'il y avait des datas, il y avait des informations qui montraient ça depuis le départ, quasiment depuis le départ. Donc, ils ont mis en place une politique de santé publique au nom, ils continuent à fermer des lits d'hôpitaux, qu'on a des pénuries de médicaments terribles dont de médicaments vitaux, dont beaucoup de médicaments vitaux depuis des années, et que rien ne semble être fait. Donc, comme tout, comme ce que vous disiez tout à l'heure sur l'éducation à la sexualité, comme la gestion de la crise sanitaire, comme l'utilisation des nouvelles technologies reconnaissance faciale, QR code, etc., au nom de la sécurité et de la lutte antiterroriste, je pense qu'ils se servent de sujets très consensuels. Évidemment, qui peut être contre défendre les enfants ou contre la lutte antiterroriste? Évidemment, on est tous pour. Mais ils se servent de ces sujets consensuels pour faire passer des mesures que moi me semblent attentatoires aux libertés publiques. Voilà. Ce qu'on disait tout à l'heure sur l'évolution du débat public et la radicalisation qu'on peut constater aux États-Unis, on peut finalement aussi la constater en France. Oui. Mais aux États-Unis, vous savez que dans tous les États démocrates, beaucoup de gens sont partis pour la Floride, pour le Texas, qui sont des États républicains, des gens qui étaient des démocrates. Donc les gens finalement finissent par fuir ce genre de mesures. Euh, je ne sais pas où on va.
dans le projet de société actuel, puisque rien n'est dit, rien n'est clair. Ils utilisent des mots, des slogans creux, peut-être écrits par des cabinets de conseil qu'on paye extrêmement cher, je sais pas. En tout cas, il n'y a pas vraiment de projet de société. Tout ce qu'on voit, c'est un étau qui se resserre sur les libertés individuelles et collectives. C'est un matraquage fiscal. Et finalement, le matraquage fiscal est aussi une atteinte à la liberté, parce que c'est une atteinte à la propriété privée, puisque la propriété privée régresse, puisque les gens n'ont plus les moyens d'acheter des biens. Il y a des impôts confiscatoires sur les propriétaires. Euh, Enfin, tout est lié, si vous voulez, et les libertés, la liberté d'expression est en net recul. On voit, vous allez peut-être en parler, mais ce qui s'est passé avec la chaîne C8, on aime ou on n'aime pas C8, mais on ne censure pas, on ne ferme pas une chaîne de télévision qui est en plus la première sur la TNT. Enfin, Pour vous, la décision de l'Arcom est une sanction. Qu'est-ce qu'ils ont voulu sanctionner? Qu'est-ce qui dérangeait chez C8? alors, j'ai fait un tweet avec une vidéo où j'expliquais que pour moi, effectivement, j'étais extrêmement choquée de cette décision et que pour moi, c'est une décision 100% politique parce qu'en fait, il justifie cette décision de fermer C8 par les sanctions qu'ils ont eux-mêmes mises. Donc en fait, c'est un petit peu, je ne sais pas si vous vous souvenez pendant le Covid, c'est-à-dire qu'il y avait eu un rapport de Matignon sur Matignon. Donc évidemment, si c'est eux qui mettent les sanctions, après ils justifient la censure par les sanctions qu'ils ont eux-mêmes mises. Donc voilà, alors qu'il y a une géométrie variable pour les sanctions. C'est-à-dire que il y a des choses choquantes sur d'autres chaînes et il n'y a pas de sanctions parce que ça va dans un courant idéologique différent. Et donc, à partir de là, quand quelque chose est arbitraire, nous ne sommes plus dans quelque chose qui a trait au droit, nous sommes dans l'arbitraire et donc dans, euh, dans un système politique qui se rapproche de plus en plus d'un système autoritaire. Enfin, c'est la définition même, quand vous regardez la définition d'un régime autoritaire, il y a l'empêchement des opposants. Et je pense que sur C8, il y avait une liberté d'opinion et de représentation d'opinion qui n'était pas totale, évidemment, euh, mais qui est plus grande qu'ailleurs. Et donc, je pense que c'est ça qui Est-ce que gênait. c'était PMP qui posait problème? Je pense que Cyril Hanouna leur pose problème, oui, parce qu'il est très populaire, parce que tous les jours il y a 2 millions de gens qui regardent son émission. Moi, j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans, je n'y travaille plus depuis 1 an, donc je suis très à l'aise, je suis totalement libre de ce que je peux dire. Moi, j'ai aimé mon expérience là-bas. Euh, ouais, j'avais des désaccords de temps en temps, mais c'est normal, c'est la vie de ne pas être d'accord, c'est pas grave. Et donc je pense que oui, Cyril leur pose un problème. Parce que quand quelqu'un monte un petit peu trop haut et commence à prendre un peu trop de pouvoir d'influence, ils se sentent peut-être un petit peu menacés. Mais ce n'est pas normal dans une démocratie quand même d'en être là. C'est un peu étonnant parce que si on reprend l'histoire de cette émission, au départ c'est plutôt une émission de farce et attrape. Et puis il y a aussi une relation entre Cyril Hanouna et le couple Macron qu'on peut voir pendant plusieurs années, où ils sont assez proches, c'est une sorte de lune de miel. Et puis il y a une évolution de l'émission, il y a une évolution aussi de l'animateur, de Cyril Hanouna, où en fait on glisse vers la politique et ils prennent le parti de vraiment mettre des sujets sur la table avec un traitement à la fois de fond mais aussi un peu assez léger, ce qui a certainement contribué au succès de l'émission. Est-ce que c'est pas ce virage vers la politique et vers des débats finalement assez libres où on invite tout le monde, c'est un format qu'on retrouvait sur aucune autre chaîne de la TNT. Est-ce que c'est pas le péché, la faute impardonnable qu'il paye aujourd'hui?
Oui, absolument. Je pense que aussi ça s'explique, cette évolution de l'émission s'explique. L'émission a 13 ou 14 ans maintenant, je pense. C'est une quotidienne. Il faut s'imaginer ce que c'est de faire une émission de presque 3 heures tous les jours en direct. C'est colossal. Je crois que les gens ne prennent pas la mesure de ce que Cyril fait, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Je conçois que des gens puissent ne pas l'aimer. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, personne n'oblige personne à regarder cette chaîne ou son émission. Quand on n'aime pas, on zappe. Mais je pense qu'en tant qu'animateur, ce qu'il fait est totalement colossal. Et l'évolution de l'émission a suivi l'évolution de la société française. Nous avons vécu des crises extrêmement graves. Il y a eu les Gilets jaunes. C'est le premier à avoir donné la parole aux Gilets jaunes. Enfin, c'est quand même hallucinant que c'était lui qui ait eu besoin d'être le premier à donner la parole aux Gilets jaunes, alors que c'était un phénomène de la société française et que tous les autres médias ne le faisaient pas. Enfin, c'est quand même incroyable. Ça montre à quel point il y a un problème dans les médias en France quand même et à quel point il y a un manque de pluralité, mais pas ce que l'Arcom dit. C'est plutôt l'inverse en fait. Et pour moi, l'Arcom est un bras armé politique. Voilà, c'est mon avis, ça n'engage que moi on le voit bien. Enfin, ils disent qu'ils sont indépendants, mais comment les croire? Quand sur le service public, il n'y a pas de pluralité, regardez les émissions de Léa Salamé, etc. Il y a pas de pluralité, c'est pas vrai. Et donc, c'est pas grave, c'est leur choix, mais qu'ils n'aillent pas censurer ceux qui en ont dans ces cas-là. C'est totalement contradictoire. Et donc, voilà, donc Cyril, oui, a donné la parole à tout le monde. Moi, je n'ai pas eu l'impression qu'il donnait plus la parole à un tel qu'à un tel parti, qu'à d'autres partis. Quand j'y étais, il y avait vraiment des gens de de toutes les idéologies. Donc, je trouve que c'est pas du tout justifié. Et je pense que derrière Cyril aussi, ils veulent attaquer Vincent Bolloré, peut-être. Et aussi, je pense qu'ils ont voulu récupérer cette fréquence pour la donner à des amis du pouvoir, tout simplement. Et ça a déjà été annoncé d'ailleurs. J'ai dit ça dans ma vidéo de réaction le premier jour sans savoir qui allait récupérer les fréquences. Et quand ça a été annoncé, bon, bah, ça m'a donné raison. Donc, voilà. C'est paradoxal aussi cet acharnement sur Vincent Bolloré, puisque Vincent Bolloré c'est le groupe Canal, et sur Canal, on trouve des émissions qui sont animées par des personnalités qui sont plutôt de gauche, des personnalités antiracistes. Il y a l'émission Click avec Mouloud Achour, par exemple. Est-ce que c'est pas ne parler que de C8 et ne faire que dénoncer TPMP et Cyril Hanouna, est-ce que c'est pas intellectuellement malhonnête, puisque dans le groupe Bolloré, dans le groupe Canal, on trouve aussi tout à fait autre chose. Tout à fait. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a une géométrie variable totale. C'est-à-dire que moi, ça me pose pas de problème qu'on critique le fait que je trouve ça aussi anormal que 10 milliardaires possèdent l'intégralité des médias. Et en plus, aient des subventions alors qu'ils sont par définition milliardaires et qu'ils en ont pas besoin et qu'on subventionne moins des petits médias émergents. Donc déjà, effectivement, moi, ça me pose pas de problème qu'on ait cette conversation-là. Oui, je suis d'accord, c'est anormal. Parce qu'évidemment, il y a forcément un intérêt pour quelqu'un de très fortuné d'acheter un média et de pouvoir avoir un contrôle sur un narratif. Tout ça, je peux l'entendre. Ce qui me gêne dans la discussion publique, c'est qu'on focalise effectivement sur Vincent Bolloré, que je ne connais pas, donc vraiment on peut pas, voilà, je ne connais pas, il ne m'a jamais payé directement, contrairement à ce que parfois on peut me dire sur les réseaux sociaux que je suis le larbin je suis le larbin de personne. Je pense qu'en m'écoutant parler, on le comprend. Voilà, voilà, je ne le connais pas, il ne me paye pas, donc voilà. Mais dans ces cas-là, si on s'attaque à lui, il faut s'attaquer à tous les milliardaires, y compris le nouveau milliardaire qui aura sa chaîne à la place de C8, y compris tout ce qui s'est passé avec le groupe Altis. Enfin, dans ces cas-là, on s'attaque à tous les milliardaires. Pourquoi focaliser uniquement sur Vincent Bolloré? C'est vraiment ça que je ne comprends pas, en fait. Est-ce que c'est pas parce que justement aujourd'hui il faut une uniformisation du discours. On voit d'ailleurs que malgré leur divergence politique affichée pour la formation du prochain gouvernement, la LFI et les macronistes étaient tout à fait au diapason sur la
la cérémonie d'ouverture des JO. Est-ce que Vincent Bolloré, avec cette espèce de conservatisme qu'il porte, et en même temps, on l'a dit, on trouve des émissions très différentes sur l'ensemble des chaînes de son groupe. Est-ce que c'est pas de revendiquer des valeurs conservatrices qui ne lui est pas pardonné? Oui, je pense que ça, mais donc ce que vous dites est exact, et donc on en revient toujours au même. Tout cela est politique. Tout est politique. Il se cache derrière des histoires de sanctions parce qu'un tel aurait dit, mais c'est faux. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. C'est politique. Ils veulent fermer la bouche de certaines opinions. Ils veulent pouvoir avancer un agenda qu'ils appellent progressiste ou et ça va, moi je suis pas pour censurer ceux qui se disent progressistes, je ne suis pour censurer personne. Mais je pense que dans une démocratie saine, il faut un débat. Effectivement, je suis d'accord avec eux, théoriquement, une pluralité d'opinions. Et pourquoi il ne pourrait pas y avoir une chaîne, parmi toutes les chaînes, une chaîne plus conservatrice que les autres? Quel est le problème? Si les gens ne sont pas intéressés, ils peuvent changer de chaîne. Je voulais juste revenir un petit peu sur la cérémonie des Jeux Olympiques. Je voudrais juste dire qu'il y a eu, donc j'ai fait une vidéo de débrief et j'ai commencé par toutes les choses magnifiques qu'il y a eu pendant cette cérémonie parce que il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les mesures de sécurité dans Paris ont été atroces pour les Parisiens, mais le fait d'avoir un événement universaliste en France, c'est très beau. Il faut pas perdre de vue ça. Il faut pas perdre de vue je regrette le braquage idéologique de cette cérémonie parce que je pense que pour les athlètes, ils se sont retrouvés coincés et quelque part, finalement, ils sont obligés d'assumer cette cérémonie alors que peut-être certains d'entre eux n'étaient pas d'accord non plus et que c'était magnifique de les voir en délégation. Eux, leur vie se joue pendant ces Jeux Olympiques. J'ai trouvé ça vraiment très émouvant de voir tous les bateaux avec ces athlètes jeunes qui ont travaillé depuis, qui sont tout petits pour ce moment. Donc, faut pas perdre ça de vue. Et d'un autre côté, vraiment cette cérémonie qui avait tellement de références sombres, le traitement de la décapitation de Marie-Antoinette à une époque où quand même on a vécu Samuel Paty, on a vécu le Bataclan et de mettre un groupe de heavy metal, sachant que c'était un groupe de heavy metal dans le Bataclan, de faire gicler du simili-sang comme ça, moi, j'étais très choquée de finalement faire l'apologie de la peine de mort, parce que qu'est-ce que la décapitation de Marie-Antoinette si ce n'est pas la peine de mort? Euh, Tout ça, c'était très choquant. Euh, voilà, l'espèce de cavalier de l'apocalypse, ces masques informes comme des masques de la mort tout au long de la cérémonie. Voilà, je trouve ça dommage. On met pas assez en avant la joie de vivre, les valeurs positives, les valeurs finalement que sont le sport en plus. C'est la joie de vivre, c'est le dépassement de soi-même, c'est le projet d'équipe. Voilà, je trouve que ces valeurs-là auraient dû être plus mises en valeur. Et voilà, mon dernier message à vos auditeurs, à vos téléspectateurs, ce serait la meilleure résistance, c'est de garder sa joie de vivre, parce que la joie de vivre, c'est un vrai moteur pour tout, pour avancer, pour résister, pour transformer les choses. Donc voilà, ne pas déprimer, parce qu'il y a beaucoup de tristesse en ce moment, je trouve. Voilà. Béatrice Rosen, merci pour cet entretien. Et chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. À très bientôt.